et tout ça, c'était pris en charge, il n'y a rien. Donc ils arrivent, ils sont obligés de se payer l'hôtel, la bouffe, en plus de payer les recherches. C'est anormal. Donc je ne sais pas jusqu'où il est impliqué là-dedans, mais ça ne devrait pas se produire. Voilà. Et il me demande à propos de ce que je pense de Gigal. De Gigal, Antoine Gigal, oui. Oui, Antoine Gigal, c'est elle qui a eu une remarque. Je n'ai pas vu l'émission, mais on m'a fait la relation qu'elle dit, mais Grimaud, c'est pas un égyptologue, c'est un mathématicien. Mais Gigal, c'est rien, elle n'est pas égyptologue. C'est une femme qui est l'épouse d'un diplomate égyptien, qui nous a littéralement prié pour qu'elle rentre dans notre film. Et on a dit non, c'est 100% New Age, il n'y a rien dedans. Tout ce qu'elle a montré, très curieusement, c'est ce qu'on a montré nous dans le film. Elle ne connaissait pas les sites qu'on a montrés dans le film apparemment. Là, elle me parlait de l'île d'Éléphantine, l'île aux serpents, etc. Alors que moi, je lui disais, au nord de la Grande Pyramide et au sud, il y a des choses passionnantes. Alors, pour me justifier, on les montrera dans les opus suivants. Voilà. Elle nous a parlé de rivières souterraines aussi. Mais tout le monde sait en Égypte qu'il y a des souterrains partout et de l'eau partout. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a même des problèmes écologiques avec l'installation qui est une sottise et une bonne chose à la fois, c'est les barrages d'Aswan, qui sont deux parallèles comme ça. C'est à la fois une bêtise écologique monumentale, mais ça a permis de faire que l'Égypte rentre dans le monde moderne sans trop de peine. Bon, je pourrais faire des critiques sur ça aussi. Hein. La guerre entre l'Égypte et Israël s'est arrêtée à cause des barrages aussi. On casse un barrage, l'Égypte est... l'Égypte est envahie, d'accord. Voilà. Donc militairement, si on comptait sur la troupe égyptienne pour aller envahir, mais il ne s'agit pas de ça en réalité, il s'agit du fait que c'est un héritage pour l'humanité. Ça n'intéresse pas l'Égypte ou ceci ou cela, c'est pour l'humanité entière. Donc j'espère que ces idées prendront corps tôt ou tard. C'est-à-dire que l'Égypte, est-ce qu'on peut la voir comme une civilisation qui a réussi à intégrer, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, qu'il y a une espèce j'ai presque envie de dire, un espèce de mondialisme avant l'heure dans lequel on retrouvait un peu, en fait, tout le monde. Alors, mon sentiment est celui-ci. Il y a eu une période cataclysmique bien, recouverte par nos historiens, parce que pour eux, l'idéologie est celle-ci. Et on va aller dans les fondements de la situation. Pourquoi je dis que l'histoire est falsifiée ? C'est parce qu'en réalité, on a affaire à des idéologues. Ils disent la Bible, c'est des stupidités, etc. Je veux bien admettre ça, il faut d'abord qu'ils le démontrent. Mais cette idéologie, c'est une idéologie dominatrice, politisée, obscure, etc., ou plus exactement même obscurantiste, et qui a tendance à faire croire que le progrès, c'est pour demain. Et surtout, là où c'est tordu, c'est qu'ils disent, ils parlent de progrès, mais pas de progrès de l'homme, de progrès des machines, de la rentabilité, etc. En réalité, on est transformé en esclaves avec des sucettes et des hochets. Voilà la vérité pour moi, pour simplifier. Et donc, on nous raconte des belles histoires, c'est ça, c'est cette mentalité-là. Ceux qui veulent savoir le vrai, ils vont se servir de cela pour assujettir d'autres. Et moi, ça ne me plaît pas, ça. Ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Donc, il n'y a aucun problème. Moi, on me rencontre là où on veut. Si on veut engager un combat, que ce soit dialectique ou physique, ça ne me fait aucun problème. Ce que je veux, c'est que les choses soient claires. Il y a lieu de discuter ces choses-là. Je sais pourquoi cette chose-là passera, c'est que, il me semble, de tout ce que j'ai lu et tout ce qui circule, qu'il est très peu probable que d'autres personnes que moi sachent ce que je sais. Maintenant, si on veut... voilà. C'est-à-dire qu'il y a personne sur... Il y a bien... Apparemment, pendant tous ces siècles, personne n'a trouvé la clé. Personne n'a trouvé, mais toi-même, tu as dû hériter, ou c'est quoi? C'est par Alors, je l'ai déjà dit, j'ai hérité de la mentalité des anciens. C'est ça la différence fondamentale. C'est ce que j'essaye de dire. On ne peut pas rentrer pleinement dans ce film et le comprendre dans tous ces tiroirs et toutes ces perspectives sans cette mentalité. Et j'essaye de la développer par petits points, etc. etc. Pardonne-moi, je lis quelqu'un qui me parle de Guy-Claude Mauny. Oui, Guy-Claude Mauny, ouais. Alors, Guy-Claude Mauny, c'est un monsieur qui était colonel dans l'armée française et affecté au renseignement. Ouais. Il se trouve que moi, j'ai travaillé dans ce domaine-là, et qu'on s'est rencontrés et que je lui ai livré des choses avec un contrat militaire, c'est-à-dire honneur, loyauté. Je lui ai dit, moi je vais te donner tout ce que tu as besoin de faire savoir. C'était normal, un amoureux de l'Égypte. Mais quand je dirai stop, ce sera stop. Il a respecté cela. Ce qui fait que tout le monde peut le vérifier. Et moi, de toute façon, j'en donnerai les preuves. Hein. Si on m'embête là-dessus, je balance à un moment donné que je choisirai. Voilà.
il a respecté son engagement, et quelqu'un qui voudrait critiquer ma position se trouverait embarrassé. Il se trouve que Guy-Claude Mouny et Guy Gruet, d'ailleurs, qui n'a jamais été, lui, averti de mon existence, ont travaillé jusqu'au moment où j'ai arrêté de donner des choses, et ils se sont vus acculés à une séparation et à changer de sujet. Voilà. Donc la preuve est facile à administrer, mais il y en a d'autres factuels que je montrerai. Il y a par exemple un monsieur Didier Coyac qui me prend un parti, oui, auquel je réponds sans voilà, j'ai pas de, comment dire, c'est pas quelqu'un qui me... J'ai pas envie de lui faire du mal. Je lui ai dit qu'il ne sait pas les choses. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Voilà, il travaillait pour les services de renseignement, c'est-à-dire c'était quoi? C'était une façon de donner des informations? Non. C'est très compliqué le renseignement militaire. Hein. C'est un truc, voilà, il n'est pas prévu d'en parler. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Et de toute façon, vous trouverez personne c'est la grande muette. Voilà. Mais dans ce domaine, il y a aller chercher l'information et la traiter. Lui, il était dans le traitement de l'information, donc il avait accès plus ou moins à certaines choses, etc. Et surtout, il était habitué à une notion importante que moi j'ai respectée pendant quasiment 40 ans, avant de parler, c'est le secret. C'est-à-dire que si on a entre militaires une demande particulière, pour des raisons particulières, c'est un contrat de gré à gré. Ah, toi, tu étais militaire aussi? Moi, oui. Et donc, ces choses-là, sont claires et entendues. Jamais quelqu'un qui est un vrai militaire ne trahira sa parole, même au prix de sa vie. Donc, les choses sont claires, nettes. Maintenant qu'on se moque de ce que je dis, c'est pas mon problème, c'est celui de... Voilà, je lis parce que je veux rendre service aux personnes qui questionnent. Que pense l'invité de René Guénon? Non, pas du tout, la mentalité des anciens. Trop drôle, ce monsieur est le seul à détenir le savoir. Il va finir par être enlevé par la CIA. Non, la CIA a trop peur des retombées que cela occasionnerait. Que pensez-vous de l'hermétisme? Alors je veux bien, parce que c'est intéressant. L'hermétisme, c'est justement cette mentalité particulière que j'ai, donnée à comprendre à Guy-Claude Mouny en disant « tu parles sans parler, tu montres sans montrer ». Voilà, c'est ça. Voilà. Et tu caches sans cacher. Voilà, c'est ça l'hermétisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison à cela que Guy-Claude n'a pas donné, mais moi que je donne, ce qui montre que je suis le premier à faire cette... Les anciens, quels qu'ils soient, et on les reconnaît à cela, ils ne font que signifier. Ils ne disent pas les choses, et pour cela, c'est parce qu'ils prennent modèle sur la divinité créatrice elle-même. Pour eux, il n'y a pas lieu de signer ce qu'ils font, parce que Dieu créateur, dans leur mentalité, ne signe rien. On comprend sa présence parce que c'est beau, c'est généreux, c'est ingénieux, c'est subtil, etc. Voilà, pour eux c'est ça leur chose. Ils ne disent pas les choses, ils les signifient. Ainsi, quand on dit tel hiéroglyphe veut dire ceci, c'est comme les bouquins là, sur le symbolisme, et René Guénon entre autres, il dit ça veut dire ça. C'est un délire, ça dépend du contexte. Mais ceux qui ont donné cette traduction avec, encore une fois, la connexion grecque, ils se sont plantés, c'est quoi? Pour la raison suivante, que la mentalité grecque, qui est une mentalité de pragmatique immédiat, de matérialiste, est coincée par leur vision religieuse extrêmement étroite. Je rappelle quand même que Socrate a dû boire de la ciguë parce qu'on le trouvait incompatible avec la mentalité grecque. C'est normal, il avait une mentalité d'hermétiste. La preuve, elle est donnée directement dans le texte de Platon, où Socrate dit « Pour ma mort, sacrifiez un coq ». Or, un coq, c'est l'emblème même de l'intelligence volatile, de la chose... Et remarquez bien pourquoi je dis ça, il faut connaître la nature. Un coq, c'est un oiseau qui a des ailes et tout, mais il ne vole pas. Il faut le jeter en l'air pour qu'il fasse quelques battements d'air et qu'il se pose. Ça a une raison d'être, c'est que on comparait le coq à l'homme qui est d'un orgueil démesuré, incandescent, terrible, qui a des ailes mais ne s'en sert pas. La vie spirituelle chez les anciens était figurée par les ailes. Ainsi, sur les écrits, si je puis dire, muraux des Égyptiens, l'âme est figurée par un oiseau à tête humaine, parce qu'elle est volatile. Maintenant, de nos jours, l'âme, on dit ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne trouve pas l'âme sous le microscope, on ne la pèse pas, etc. Est-ce que... Moi, je ne sais pas, mais il y a des tas de choses comme ça. Moi, j'ai jamais vu, par exemple, le cerveau de Jean-Pierre Adam. Hein? Donc, voilà, il y a des choses que par induction on peut admettre à titre d'hypothèse, etc. On continue là-dessus. Alors on me dit quel est le rôle de Balblus dans la diffusion des concepts religieux égyptiens durant l'Antiquité? Aucune espèce d'importance, c'est beaucoup trop récent. D'accord. Il est évident que la sous-culture égyptienne de l'époque n'a pas pu être à l'origine de la construction des pyramides. Mais alors d'où ça vient? Alors justement, j'ai dit de manière allusive dans le film que, enfin, j'ai montré et démontré, me semble-t-il, que
le site de Gizeh est central, mais qu'il renvoie à la totalité de la planète grâce au suivi de l'équateur penché. Alors ça, je l'ai déjà vu remis en cause. Ah mais ça, c'est aucun problème. Alors quelle est la remise en cause brièvement ce que j'ai vu, c'est une démonstration qui disait que en fait quand on traçait, alors malheureusement moi j'ai pas de globe terrestre, j'ai pas pu faire l'expérience moi-même pour. T'as une orange là. Ouais. Mais en mettant en fait cet axe-là, on ne tomberait pas en fait comme ça indiqué. Alors ça c'est n'importe quoi. J'ai déjà dit. Sur des antennes, en vidéo, en audio, etc., qu'il y avait une largeur. Moi, au début, j'ai appelé ça le tapis rouge. Hein. Donc c'est clair, un tapis, ça a une largeur. Et pourquoi ça ne tombe pas absolument? Parce que c'est destiné à indiquer les périodes réelles où ces choses ont été implantées. Parce que, en termes d'astronomie, la Terre se balance constamment du fait de la rotation de la Lune, dont le pouvoir d'attraction fait que le bourrelet qui entoure la Terre à l'équateur est attiré par la Lune. Donc la Terre se dandine en fonction de la rotation lunaire. Et elle se dandine de manière réglée, rythmée. C'est un cycle de 18 ans et quelques mois, pratiquement 19, qu'on appelle le cycle de Méton. Donc la Terre se dandinant, fatalement comme les données géodésiques, il s'agit bien de géodésique, c'est-à-dire un trait dans l'espace, sont prises à partir de données spatiales, pour nous indiquer que ça vient du ciel, entre autres, c'est normal, puisque la Terre passe son temps à se dandiner, que la ligne en réalité soit sinusoïde. Mais moi, je l'ai cadré dans une... Et de toute façon, ce n'est pas moi qui demande ça, c'est le chandelier de Paracas, cette espèce de géoglyphe géant qui montre une voie principale et deux. Pourquoi? Parce que quand on a une sinusoïde, il y a une voie médiane et deux voies extrêmes, c'est tout. On a exactement la même chose pour ce qu'on appelle le méridien de Paris, qui passe à Saint-Sulpice, mais qui passe également au Jardin du Luxembourg. C'est pour la raison que ce sont des coordonnées spatiales. Donc, ça tient compte de la dérive de la Terre par rapport à la Lune, ou l'inverse d'ailleurs, ça dépend où on se place. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle la nutation. Et ça, je le montrerai dans la suite. Mais c'est bien qu'on me fasse remarquer ça. Comme ça oblige à réfléchir à ceci et à cela. Ce n'est pas une critique valable, parce que les gens qui font attention également à l'endroit d'où ils tirent les informations devraient savoir une bonne fois pour toutes que Google Earth, c'est une sphère théorique, et ça n'est pas la Terre. Donc s'ils avaient la moindre idée de ce que ça représente le traitement mathématique d'un géoïde, c'est-à-dire d'une sphère avec un débordement d'environ de 39 à 43 km sur le bourrelet équatorial, ils feraient des calculs, ils s'apercevraient que c'est bougrement précis. D'ailleurs, des personnes l'ont fait et m'ont envoyé leurs résultats en disant « Monsieur Grimaud, colossal travail, à l'époque il n'y avait pas de calculette ». Et oui, c'est un colossal travail, c'est des mois et des mois de boulot. Voilà. Bon. Et dans la solitude à l'époque. Ouais. Maintenant, les critiques, quand ils auront aligné autant de travail que j'en ai aligné, ça va. Hein. Moi, j'ai pratiquement 130 classeurs de 400 pages remplis de notes. Voilà. Donc, quand ça viendra, je montrerai tout ça. Et alors, juste avant, parce qu'on va bientôt faire la petite pause, mais parce que ça non plus aussi, c'est pas bien précisé dans le reportage, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui ont construit, on va dire, ces pyramides, ce qu'on voit au Pérou, ce qu'on voit à l'île de Pâques? La conception est rigoureusement la même. C'est cette identité qui m'a permis d'identifier une humanité planétaire et non pas circonscrite à des pays comme de nos jours. Alors c'est là que s'installe la chose délicate à discuter, c'est qu'actuellement, on confond unification et uniformité. C'est dire à quel point les Illuminati, je pense que c'est le mot n'est pas, sont tarés. Bon, ça c'est notre aspect. Maintenant, ces gens-là, nos antérieurs, nos prédécesseurs, avaient résolu des problèmes de manière définitive. Il y a quelqu'un qui demande à ce que je parle d'alchimie, de tout ça. On parlera après. Alors, voilà, tout à l'heure, j'ouvrirai avec cela, parce que ce sont des sciences, cryptées. À coup sûr, c'est normal. Quand on voit le délire des hommes, on se dit ces choses-là qui sont de haut niveau et d'extrême dangerosité, quand on le donne à des gens sans vertu, qu'est-ce que ça peut devenir? Un outil d'assujettissement et d'esclavage permanent pour tout le monde. On voit comment sont utilisés actuellement les moyens. On est dans une grande garderie de débiles et des gens qui décident du haut de leur splendeur ce qui va se dire, ce qui va se faire, ce qui ne va pas. Et tout ça, c'est organisé. Hein. Il suffit de comprendre ce que sont la vie démocraturale, si la démocratie n'existe pas et depuis longtemps,
Et puis le système du vote, c'est un mensonge entier, complet. Voilà. Bon, ça, on en discutera. On en discutera après. La régie, elle est prête. Alors, voilà. on va aller se prendre un petit... on va aller se prendre une petite, Merci à notre régisseur, pause. parce que il y a trop de reflets pour que j'aille C'est Stéphane. C'est Stéphane, ouais, voilà. Tu sais ce que ça veut dire, Stéphane, en grec? Stéphanos, le vainqueur, le couronné. Le vainqueur, il ne faut pas trop lui faire des mais je suis infaillible. Bon, à vous, le vainqueur, le couronné. Il aura tout coupé. Ah non, là, on a entendu, je crois. Voilà, donc de retour sur la libre antenne, toujours avec Jacques Grimaud. Et le même, hein, qui n'a pas changé. Une nuance près, j'ai mangé du fromage, tu vas souffrir. Donc la révélation des pyramides. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui disent oui, mais qu'est-ce que vous pensez par exemple aussi, c'est vrai, de cette race des géants? Parce que alors, cette théorie des géants qui aurait construit les pyramides, Baalbek au Liban, etc. Voilà. Alors il est clair que la question doit être posée, les géants. Première chose, rappelez que le mot géant et le mot ange sont en relation étymologique. Ça paraît curieux, mais bon. Et ange veut dire messager en grec. Alors, quand je parle des Grecs, il ne faut pas se méprendre. Il y a les Grecs d'après l'Égypte, c'est-à-dire à partir du VIe siècle, les Grecs vont en Égypte, qui les ont aidés militairement, économiquement, etc. Il y avait une forme de déliquescence après des invasions des Orientaux, entre guillemets, notamment... Enfin bon. Mais avant, les Grecs, c'était des alliés des Égyptiens. Mieux que cela, Charles Dupuy, astronome, a étudié la civilisation grecque jusque dans ses fondations, et il écrit, les Grecs, ce sont des Égyptiens émigrés. Voilà. Donc, carrément. Bah voilà. Et apparemment, c'est l'adaptation aux nouveautés du pays, et la différence fondamentale entre les Grecs et les Égyptiens, c'est que les Grecs se sont mis à naviguer sur mer, alors que les Égyptiens sont toujours pratiquement restés, quoi qu'il y ait eu des Égyptiens partout sur la Terre à une époque. Et quand je dis les Égyptiens, c'est à peine correct. Ouais, les Égyptiens, alors c'est-à-dire qu'ils avaient quoi, des technologies pour voyager? Non, je vais prendre ça d'une autre manière. Il faut connaître la langue mère, qui est le français, aussi curieux que cela paraisse, que je démontrerai aisément, mais le moment venu. Essayez de prendre les exemples pour ce qu'ils valent et trouver d'autres liens. Égypte, c'est un mot anagramme de Gypaète. Et le Gypaète, c'est l'aigle d'Égypte, qui n'existe pratiquement plus en Égypte. Mais pourquoi c'est l'aigle? Et pourquoi le mot Égypte? Aegypta, c'est le nom qui a été donné par les Égyptiens eux-mêmes à leur pays, mais avec cette formulation autour d'un aigle. D'abord, on sait que Horus, c'est l'emblème de la lumière, et de la vitesse, et de la force, de la puissance. Voilà. Mais l'aigle, en grec ancien, ça se disait ekle, mais ça n'est pas un aigle. Ekles, c'est ce qui monte, ce qui s'épure, etc. Et ça donnait aquila en latin et éclat en français. On voit que du point de vue sémantique, c'est assez particulier. Mais le gypaète, c'est l'aigle des Égyptiens, et sa particularité, c'est d'avoir 3 couleurs, qui sont les couleurs de l'écriture qu'on trouve en Égypte et presque partout dans le reste du monde. Le noir, le blanc, le rouge. Couleur alchimique. Exactement. Donc là, déjà, on devrait être averti sur la nature et la manière. C'est kabbalistique. Si je m'abuse, le drapeau de l'Égypte est noir, blanc, rouge avec un aigle. Exactement. On ne dit pas un aigle, on dit un oiseau des couleurs. Non, je plaisante. Tu vois où je veux en venir. Hein. D'accord. Alors, ça veut dire... Alors, ça, on est dans le... Alors, il faut que j'explique pourquoi. D'un côté, nous avons la pyramide de Gizeh, et les autres, ce sont les édifices les plus massifs qui soient. Et de l'autre côté, la langue, c'est la chose la plus volatile qui soit. Mais ces deux-là ont en commun d'être pérennes. C'est-à-dire une pyramide, comme celle dite de Khéops, ça va durer des milliers d'années, voire même des dizaines de milliers d'années. Je n'entrerai pas là-dessus. Mais la langue, c'est pareil. Les sources même, la structure intime d'une langue, c'est de même ordre. Ça va durer des milliers d'années. Voilà. La prononciation va changer, mais le sens, la caractéristique sémantique, elle sera toujours connotée de ses origines. Parce qu'on ne détache pas ça comme ça. Hein. C'est le peuple lui-même qui modèle ces choses-là. Et la vie. Ça voudrait dire qu'il y aurait donc une espèce de langue originelle que les Égyptiens ont amené à d'autres peuples? Exactement. Quand on voit le mot pyramide, il faut entendre pierre humide. Et la pierre humide, c'est la chose la plus grave, la pierre la plus solide, la plus muette qui soit. L'eau, ça vient par-dessus, c'est toujours en mouvement. Mais dans l'acception à laquelle je fais allusion, il faut entendre que la pierre humide, ça peut être le calcaire. Pourquoi? Parce que le calcaire, c'est une roche, c'est une pierre qui se forme des dépôts des testes des animaux. Donc on peut sous-entendre que c'était une
pierre qui est née du vivant, des choses comme ça. Il faut voir cette mentalité très particulière qui fait véhiculer le sens de manière prioritaire partout. Si je considère la pyramide vue de profil, c'est un triangle, ça veut dire que c'est le ternaire. Or ce ternaire-là, on le retrouve partout dans les religions, que ce soit les hindous, que ce soit les esquimaux même. C'est assez étonnant, les esquimaux de l'Alaska, ils ont une fondation religieuse ternaire. Donc ce sont ces choses-là qui ont été, si je puis dire, segmentées par l'histoire, par la géographie, etc., mais qui sont à la source la même chose. C'est cela qu'il faut rechercher, non pas forcer les choses, mais les montrer. Et pourquoi alors, on avait posé la question aussi, pourquoi la franc-maçonnerie a utilisé ce symbole des pyramides à s'en emparer? C'est normal, quand on fait quelque chose qui s'appelle une société secrète ou une société à secret, pour se donner de l'importance, on se trouve des racines extrêmement anciennes, extrêmement variées, et si possible dans les choses invérifiables. La maçonnerie moderne n'a strictement rien à voir avec les corporations de bâtisseurs, strictement rien. À l'inverse, ce sont des destructeurs, c'est pourquoi ils s'appellent francs-maçons. Ils sont ni francs ni maçons, la chose est très claire. Alors, qu'on se rassure, je parle à titre collectif. Il y a des maçonneries pures, c'est-à-dire des maçonneries traditionnelles, dont les personnes qui les constituent sont des gens de haute qualité. Maintenant, se laisser abuser, quand on est de haute qualité, on peut très bien se faire arnaquer, littéralement, parce qu'on dira, dans la maçonnerie, on s'édifie par les symboles, etc. Mais attendez, un symbole, ça n'a rien à voir avec la possibilité de l'être humain d'évoluer, puisqu'un symbole, c'est universel, intemporel, ça n'a pas de sens particulier, ça peut les avoir à hauteur de ce qu'on est capable d'en ressortir. Donc qui va faire la leçon au voisin si lui-même n'est pas capable? On est dans la maçonnerie comme en égyptologie, on travaille sur des choses qui n'ont aucun sens, c'est tout. Maintenant, qu'on se serve socialement de la maçonnerie, c'est autre chose. Et c'est ça que le vrai secret de la maçonnerie, il est là, pas ailleurs. Enfin bon, c'est une opinion là encore. Et pour ce qui est des obélisques qu'on retrouve un peu partout, alors certains parlent du culte ancien de Baal, en disant que ce serait une espèce de religion un peu, une très ancienne religion. Oui, on peut dire ce que l'on veut des religions. D'abord, il y a 4 acceptions classiques, si je puis dire, pour parler de religion. Cicéron dit c'est relié, ça veut dire, en grosso modo, de manière elliptique, faire que les choses d'en haut et d'en bas soient reliées. C'est simplement la proposition hermétique traduite par un latin. Donc ça, c'est la vraie acception. C'est-à-dire que l'hermétiste, son projet, c'est de spiritualiser la matière et de rendre l'esprit et la matière compatibles. Et ça, c'est une manière très très bas de gamme de dire les choses. Il n'y a pas de différence ontologique entre les deux. Ce sont des choses qui sont polarisées, mais grosso modo, c'est la même chose. Et la formule E égale mc carré, c'est la démonstration de cela. C'est-à-dire une énergie peut se transformer en matière et une matière en énergie. Sans rentrer dans le détail, les autres, c'est comme le mot symbole qui a été utilisé tout à l'heure. Un symbole, dans la vraie acception du terme, ça n'est pas un truc qu'on couperait en deux, comme ça, on donnerait une partie à machin, l'autre à truc, et quand ils se retrouvent, ils font ça. La vraie acception, c'est l'acception platonicienne. Il y a au sommet des idées, dans le sens platonicien du terme, c'est-à-dire des archétypes, des choses qui n'ont pas d'antériorité. On ne trouve pas, par exemple, le mot vrai. Qu'est-ce qui va déterminer le mot vrai en amont de ce mot? Ça peut être la bonté peut-être, mais qui va pouvoir le dire? Donc on est confronté à cette situation où on ne peut aller plus loin dialectiquement que les choses. Mais pourtant ces choses-là existent. Le sentiment par exemple d'injustice qu'éprouve un enfant et même un animal, il vient bien de quelque part. C'est constitutif de la création, oui ou non? Donc il faut en tenir compte. Pour revenir à la chose, le symbole, dans le sens platonicien, c'est ce qui rattache les choses d'en bas aux choses d'en haut. Voilà. Donc la pureté originelle de l'idée avec la copie, pas immonde, mais presque de la chose en bas. C'est pourquoi il faut tolérer l'injustice, le mensonge, parce que c'est constitutif, c'est l'autre polarité. Donc moi, je ne me bats pas pour ou contre ces choses-là, je les admets et j'en tiens compte du point de vue à la fois stratégique et j'instrumentalise ces choses pour améliorer autant que possible la situation. Ma manière d'améliorer la situation avec ce film, et grâce au talent de Patrice et à son énergie, sa ténacité, c'est de dire à tout le monde qui voit ce film, vous avez les moyens maintenant de rechercher les choses qu'on ne vous montre pas. Allez-y. Voilà. Après, quand ils verront le deuxième film, ils vont se dire, voilà, c'était la bonne voie, la preuve est là. Alors là, ça va être décapant, c'est à la tronçonneuse. Mais j'ai strictement aucun scrupule parce qu'il y a une date. Ouais. Et moi, il faut que j'avance. Alors,
Je regarde un petit peu, on me dit que pense-t-il du créationnisme, c'est vrai ça Alors, le problème, c'est pour moi un problème qui n'a pas de raison d'être. D'abord parce que personne ne pourra jamais démontrer qu'il y a créationnisme ou non. Pour moi, il y a un petit peu d'évolution à la source, à l'origine. On est obligé de dire qu'il y a créationnisme. Par exemple, quelqu'un, en termes de philosophie, on va prendre Emmanuel Kant. C'est un type absolument infect, mais bon, ça c'est une opinion. Mais en tant que philosophe, il a montré des voies intéressantes. Que la raison n'est pas la chose unique pour trouver le vrai, déjà, c'est pas mal, à mon avis. Et surtout, il a emprunté à Leibniz la chose suivante. Leibniz disait, grosso modo, on parle de Dieu sans savoir, mais il y a un moyen de savoir. Le voilà, c'est que tout possède une origine, dans le temps et dans l'espace. Cette origine, on va l'appeler Dieu. Ça marche, ça? C'est acceptable, du point de vue logique. Et il dit également, et c'est surtout là que ça commence à coincer pour les intellos de toute espèce qui nient cette chose-là, il dit, l'univers pourrait ne pas être, pourtant il est. C'est cela qu'on va appeler Dieu. Donc il est très prudent et il s'exprime comme le matheux de base. Curieusement, ce matheux de base, c'est celui qui a construit les pyramides. C'est-à-dire, c'est exactement la même pensée. Les anaglyphes, c'est la modalité utilisée par les savants anciens. Je ne dirais pas les Égyptiens, puisqu'on les trouve dans le monde entier. Mais c'est une formulation qui est très particulière, on dirait des mathématiques, mais avec des mots. Ainsi, et j'ai déjà donné cet exemple, les anciens, à peu près partout, mais surtout en Égypte, ils disent « connaissance et amour sont tout, connaissance sans amour n'est rien ». Ça rejoint Rabelais qui dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est des choses comme ça. Et ça, c'est partout et tout le temps vrai. Donc c'est ça la manière anaglyphique. Le problème, c'est que pour lire ça, il faudrait quasiment faire une école. Et non pas une école qui dit ça, c'est ça, mais une école où on développe l'intuition du vrai. Et ça, c'est une autre affaire. Parce que ça dépend essentiellement de l'éducation des gens. Moi, par exemple, j'ai été, pendant de nombreuses années à travailler dans les écoles. Eh bien, j'expliquais la situation est celle-ci. On appelle éducation nationale quelque chose qui devrait s'appeler toujours, comme avant, instruction publique. Instruction publique. On ne peut pas instruire quelqu'un qui n'est pas éduqué. C'est comme mettre de l'eau. L'éducation, c'est le verre, le contenu, c'est l'instruction. Voilà. Moi, j'ai eu le privilège d'être, en quelque sorte, éduqué par mon grand-père, parce que ma mère était avec 3 enfants sans père, etc., avec de très petits moyens. Hein. Pour dire le vrai, nous, on était dans une maison qui n'avait pas de sol en carrelage ni en bois. C'était de la terre battue avec une seule et unique ampoule quelques années après, quand la famille s'est constituée, et l'eau qui venait du dehors sur une plaque en terre et tout ça. Vraiment la vie, le bas de gamme et tout ça. Et donc ces choses-là, ça n'empêche pas qu'on soit pauvre, qu'on soit riche. C'est la qualité de l'éducation et par conséquent de l'instruction qui va s'en suivre potentiellement qui importe. Voilà, c'est ça la chose importante. Et mon grand-père, à une époque, il faisait voyager dans son camion mon frère aîné et mon frère Benjamin, et moi pas. Et un jour, je lui ai demandé, papy, pourquoi moi je ne voyage pas? Pour toi, j'ai d'autres voyages. À partir de ce moment-là, il m'a enseigné et éduqué à cette mentalité qu'on retrouve chez les paysans nobles, en quelque sorte. Les vrais paysans, ceux qui savent que la terre leur parle, etc. Ce qui n'est pas fréquent encore, mais ça existe. Et c'est cette pensée-là, par conséquent, qui a fait la différence fondamentale entre mes frères et moi, bien qu'on soit toujours très frères et tout ça, il n'y a aucun problème de ce point de vue-là. Mais on ne pense pas exactement de la même manière. J'aurais tendance à dire qu'il me pardonne que mon frère aîné est un dogmatique et mon frère Benjamin un théoricien. Alors que moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me positionne comme un idéaliste pragmatique. C'est-à-dire j'essaie de faire rentrer les choses d'en haut vers le bas et restituer. Voilà. Et ça, c'est pas un problème, ça. Voilà. C'est intéressant. Alors on avait dit qu'on parlerait effectivement, c'est vrai, un petit peu plus d'alchimie, parce que l'alchimie, alors je t'ai déjà entendu en parler, tu parles d'un lien très particulier entre la langue française et la langue égyptienne. Est-ce que tu peux Pas seulement, avec la langue d'origine, d'où émane la langue des Égyptiens. D'accord. Voilà. Donc il y aurait une langue primitive. Il faut s'entendre. Voilà. Par exemple, on va en Angleterre, on parle de gypsies, ce sont des cartomanciens, des voyants, etc. Et justement, la prêtrise en Égypte, il y a longtemps, était de cette espèce. C'était des gens qui étaient extrêmement bien instruits, et en plus, ils avaient des dons psychiques.
Mais ces dons, ils les développaient parce qu'ils avaient une manière de vivre qui n'est pas celle du tout que l'on a suivie et que l'on suit. Par exemple, on voit, moi je me suis intéressé à la médecine très tôt, parce que j'aurais souhaité faire médecin après avoir été embarqué dans l'hypothèse que je serais... Bon, et ben je me suis vite aperçu qu'on parlait plus de maladie que de santé. Ça m'a horrifié. Voilà. Mon grand-père m'a expliqué comment les anciens voyaient les choses. Déjà, le mot la médecine, l'expression la médecine, c'est en même temps de l'hébreu et du français. En effet, la 12e lettre de l'alphabet hébreu, qui vaut pour la lettre L chez nous, c'est Lamed. Ça se dit Lamed et ça se dit rechercher. Et quand on voit la lettre Lamed, en réalité, sa forme, c'est celle d'un serpent, qu'on retrouve en tant qu'emblème de la médecine. Mais un serpent, on sait que si on utilise par exemple le venin d'un serpent qui a des crochets et tout le bazar, à telle dose, c'est un poison fatal, et à telle dose, c'est un remède incroyablement puissant. Donc c'est bien cela là-dessus qu'il souhaite, c'est la même chose que le symbole. La réalité, c'est que le symbole est une chose et son contraire. De ce point de vue-là, Guénon, 0 pointé. Et donc, et Shin, c'est une lettre qui vaut pour notre lettre S. Alors L, ça veut dire l'ordre. Ça, c'est la lettre emblème de l'ordre dans les anciennes. C'est une équerre tout bêtement. Et S, c'est une lettre qui est née de la scission d'un cercle comme ça, qui s'est séparé, collé comme ça, et qui s'est mis en mouvement. Ça définit l'incarnation dans toutes ses formes. C'est-à-dire, c'est la mise en mouvement à la surface du sensible, du visible. Et donc, Lamed Shin, c'est deux consonnes. Une qui définit l'ordre dans la manifestation. Et la médecine, c'est l'ordre dans la manifestation du vivant. C'est cela qui est... Voilà. Mais en même temps, dans la médecine, c'est la médiumité, on pourrait dire cela comme ça en français contemporain, c'est-à-dire la chose intermédiaire. Parce que c'est l'intermédiaire entre l'inerte et le transcendant. Donc on voit que rien que dans un mot comme ça, on a des acceptions qui viennent de différents domaines culturels séparés. Maintenant, mais à l'origine, non, ça n'était pas séparé. On a d'autres, mais je ne vais pas... voilà. Simplement... on verra que le serpent est l'emblème aussi bien du temps, du mouvement, de la vie, etc. etc. Et quand je dis du temps, c'est que l'anagramme du mot serpent, c'est présent. Il va bien falloir s'occuper de cette espèce de chimie des mots, tôt ou tard, parce que ça a été construit comme ça. Étant donné que les lettres ont une valeur emblématique et numérique, il faut mettre cela en œuvre pour bien comprendre. Je vais donner un exemple religieux, entre guillemets, pour les gens qui s'occupent de Bible. Vous prenez le mot Dieu, D-I-E-U. D'abord, il y a du grec dedans. EU, ça veut dire ce qui est de plus haut, de supérieur, de meilleur, etc. Par exemple, dans Eugène, ça veut dire né d'en haut. Maintenant, di, ça veut dire double, ou qui se divise par deux. Donc ça sous-entend qu'il y a un monde intelligible et un monde sensible. On note également qu'il y a une consonne et 3 voyelles. Le mot astro, il dit as, 1, tro, 3. Donc on voit que ces choses sont coordonnées par du sens. Maintenant, on va faire ce jeu bizarre qui va désigner le peuple hébreu comme ayant une charge religieuse importante. On prend le D qui est au début de Dieu, on le passe à la fin. Et on lit Yehoud. Et on s'aperçoit que Yehoud, qui définissait, comment dire, non pas les juifs mais les judéens, c'est une charge religieuse qui est portée directement dans le nom Dieu. Le fait est, c'est qu'eux-mêmes, actuels juifs, ne le savent pas. Et il y a une quantité invraisemblable de ce genre de choses qui se lisent directement dans la Bible. Si j'avais un papier, je vous écrirais le mot kasher en hébreu. Kof, maintenant vous le savez, Shin et la lettre qui vaut pour R. Vous le lisez en inversant la vision, ça fait C, Kof, pour K, Cher, la lettre S, mais sauf que c'est dessiné différemment, et la lettre R. Donc c'est une forme de lecture directe. On pourrait multiplier les exemples. Là, j'ai pas de papier, donc ça tombe un peu à plat. Mais les exemples sont lisibles, non seulement en hébreu, mais en chinois, en arabe. Ah ouais. Mais oui, et c'est ça qui va être intéressant, c'est quand j'en serai amené à avoir assez de temps pour me consacrer à cela, pour l'un des opus qui va venir, je serai capable de donner en français des acceptions acceptables dans pratiquement toutes les langues de la Terre. Mais ce qu'il faut, c'est que je choisisse les bons exemples. C'est long. Alors ça veut dire que donc je vais donner un autre exemple directement. Les Anglais, on va me dire, ils disent God pour Dieu. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est dog et qu'il faut lire? Bah oui, parce que Hermanubis, c'est l'une des images données à Thoth, à Djerouti-Thoth en Égypte. Et Hermanubis, il est représenté Thoth comme un chien. Maintenant, il faut savoir pour quelle raison.
Voilà. En plus, c'est quand même le mot to go avec la lettre D. C'est passer une porte, ça veut dire en ancien anglais. Donc c'est des choses qui ont du sens. Dougo, ah oui. Oui, dog, c'est passer une porte en ancien anglais. Donc il faut bien se remettre dans le contexte et savoir si ces choses ont de la valeur, oui ou non. Je donne très peu d'exemples parce qu'il vaudrait mieux un tableau, comme je donne des cours dans ce domaine et que j'ai dit de délivrer, si ça vous intéresse. Vous voyez, avec la Nouvelle Atlantide Association, vous mettez ça sur votre barre de recherche, la Nouvelle Atlantide Association, vous trouverez l'année qui vient les vidéos des cours et des conférences et les livrets. Alors pour dire la chose, en 3 ans, j'ai rédigé et mis en forme plus de 70 livrets de 60 pages. Voilà. Ah ouais, quand même. Alors, et c'est pas du délayé, hein, c'est vraiment du concret, etc. Le mieux, c'est que vous faites un essai. Vous vous en offrez un pour Noël, par exemple, ou pour Pâques, pour les lambins. Vous lisez et vous, voilà, là, la matière. Alors, tu m'as dit tout à l'heure que des gens étaient intéressés par la corrélation entre le Coran, les géants et la construction des pyramides. Alors, il faut être réaliste. Jeans, voilà, les fameux jeans. Les jeans, c'est le Lévis, hein. Bon, d'accord. Donc, il faut être clair. Lorsqu'on veut rentrer dans la grande pyramide, il y a 2 entrées. Celle dite d'Al-Mamoun, qui était calife. Qui était le fameux calife voilà, c'est ça. Musulman qui a fait... nous, le Gollum, c'est le calife qui veut être le calife à la place du calife. Bon, peu importe, mais on entre si on a une taille humaine ou inférieure. Un géant, il ne peut pas rentrer là-dedans. Dans la vraie entrée, c'est encore pire, c'est 1,17 m de haut sur 1,4 m de large. Aucun géant ne peut rentrer là-dedans, donc exit les géants. En revanche, les nains, bonjour, tout ça, mais on se retrouve confronté à un problème. On arrive à la grande galerie, c'est 8,50 m de haut sur plus de 2 mètres de large. À quoi ça sert sinon à passer d'un endroit à un autre, cette galerie? Il va falloir trouver à quoi ça correspond. Alors j'ai dit très clairement, ce qu'a proposé Jean-Pierre Houdin, ça tombera à plat et je le démontrerai. Voilà. Maintenant qu'on me traite de manière agressive parce que je dis ça de but en blanc, on attendra d'ici là. Le temps passe. Oui, Jean-Pierre Houdin qui a donné son explication. Qui est assez agressif, hein, cet homme-là. Oui. Pour ne pas dire à la limite du vulgaire. Mais bon, c'est lui que ça concerne, pas moi. Hein. Moi, par exemple, je réponds au niveau de vulgarité que l'on met dans des attaques. Et je n'ai pas peur. Je suis comme Rabelais. Moi, j'utilise la langue française dans ce qu'elle a d'utile. Voilà. Question votre... Alors, autre question. Oui. On a souvent parlé du lien aussi entre le plateau de Gizeh construit. Alors, ça aussi, c'est quelque chose d'ailleurs que tu nous fais remarquer dans le reportage, qui est très peu su et qui a très peu été traité. C'est le plateau sur lequel sont construites les pyramides elles-mêmes et qui a été apparemment coulé. Alors voilà. Simplement, cette grande pyramide, qui est l'objet des attentions de tous, c'est une construction très spéciale qui se démarque très fondamentalement de toutes les autres. D'abord, on l'a filmé, mais personne ne sait qu'on l'a filmé à part moi, 4 endroits de la pyramide qui ont été marqués par les Anglais au XIXe siècle comme étant les angles, les pointes de cette pyramide. Et il se trouve qu'ils n'ont fait aucune remarque sur la pierre qui accueille ces angles-là, qui est une pierre faite pour clipper les pierres. C'est étonnant, c'est une pierre en relief, et on voit que les pierres d'angle étaient non pas horizontalement placées, mais incurvées de manière à être clippées. Donc on avait bien défini du point de vue architectural dès l'origine ces endroits-là. Première chose. Deuxième chose, probablement pour que cette pyramide ne bouge pas sur la Terre au moment des tremblements de terre. Pour donner un exemple, en 1301, il y a eu un tremblement de terre en Égypte qui a rasé la ville du Caire, gratis. Enfin, je plaisante, mais bon, c'est-à-dire que bon, les carottes sont cuites. de pire en pire. Bon, j'en vois un qui s'inquiète là-bas, il dit il faut arrêter, il faut arrêter. Donc, un tremblement de terre comme ça, quelle qu'en soit l'importance, il va faire bouger, mais la pyramide va suivre puisqu'elle est clippée sur une colline qui fait à peu près 7,80 m de haut et qui est vraiment du calcaire massif. Donc c'est cela, à mon avis, qui a nécessité un clippage externe et interne. C'est-à-dire qu'on a par tout moyen essayé de soustraire cette grande pyramide à l'activité sismique qui est considérable dans cet endroit. Il y a bien une raison à cela. La raison, très probablement, c'est pour qu'elle conserve ses dimensions et que par déduction, on puisse savoir qu'on est en train de nous faire un message mathématique. Là, il y a un problème important, et j'ai dit, lorsque j'étais ici maintenant, que je serais obligé de présenter tôt ou tard une réforme mathématique. Les axiomes sont pour la plupart douteux, je l'expliquerai, dans un langage aussi direct et immédiat, c'est-à-dire accessible pour tous. Je vais donner un exemple stupide mais bien clair. On appelle le nombre irrationnel
tous les nombres qui n'ont pas de fin en réalité, hein, pour parler clair, c'est-à-dire virgule, machin, jusqu'à l'infinité. Un mathématicien, quand je lui présente mes calculs de proportion sur la grande pyramide, il me dit mais ça n'a aucune valeur parce que ça n'a aucune précision. D'abord, je lui rappellerai que les nombres irrationnels qui tombent tous en congruence dans la grande pyramide, ils n'ont pas de fin. Donc personne ne sait si c'est juste ou injuste comme résultat, mais surtout que il ne faut pas se leurrer. Les gens qui ont fait ces choses-là, ce sont des pragmatiques. Ils vont aller voir ces savants à ma place, ils vont leur dire, machin, tu nous trouves un cercle, un vrai cercle dans le monde incarné, et là on écoutera ce que tu vas dire. Il n'y en a pas. À part quand on jette une pierre dans l'eau, doucement, ça c'est un vrai cercle. Parce qu'il n'y a pas un moment où il commence, comme nous on fait avec le compas. Et en réalité, on fait une spirale dans le temps, mine de rien. Et ben voilà, la chose est réglée. Si on parle de précision, il faut savoir quand même que l'édifice en question, 31 siècles avant notre ère, avec l'érosion seulement éolienne, avec le sable, il a diminué, il a été usé. C'est pourquoi moi j'ai pris mes dimensionnements, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où le granit était tranquille. Là, il n'y a pas de variation de température dans la grande pyramide. Il peut faire 50 degrés dehors, ça ne changera pas, il fera 29,6 dedans. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt de voir les choses ainsi. On ne recherche pas une précision absolue, c'est un délire. On se borne à quelques chiffres après la virgule, quoique on verra dans les films suivants qu'il y a des chiffres qui sont très massifs après la virgule. Et donc on va être obligé d'admettre que les constantes sont là, celles que j'ai décrites, celles dont j'ai montré que pi moins phi carré, le nombre d'or au carré, égale coudée. Et pi divisé par 6 coudées, c'est la bonne mesure, ou multiplié par 5, c'est la bonne mesure. Mais il y en a d'autres de ces constantes qui sont associées. Et là, basta. Terminé, la chose est entendue. Dès lors qu'on a 3 constantes qui sont complémentaires, qui sont concaténées et tout ça, et qui donnent des résultats en termes de constantes exprimées en mètres ou en coudées, des volumes exprimés en mètres, en coudées, en constantes aussi, là, il n'y a rien à dire. Et quand on va retrouver, par exemple, le géoglyphe dont j'ai parlé tout à l'heure, sur la baie de Paracas, qui s'exprime en mètres et en coudées, là, on va être obligé d'admettre que ce que j'ai dit est vrai. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la Grande Pyramide qui l'explique avec ces termes. Le fait est, c'est que tout le monde n'est pas habitué à la mathématique, c'est-à-dire l'intuition mathématique. C'est une chose rare. Et c'est pourquoi j'ai rencontré des matheux, je leur expliquais le truc, ils disaient « je comprends rien ». Bon, ben tant pis, hein, machin, qu'est-ce que tu veux, c'est comme la musique. Le type, il déchiffre sa partition, il joue, on entend les barres de mesure, c'est pas ça la musique. C'est une forme de liberté supplémentaire qui n'est pas inscriptible parce que c'est trop subtil. Voilà. S'il ne voit pas cette subtilité ou qu'il est enfermé dans un dogmatisme une formalisation des mathématiques, à coup sûr, ça le gênera. On a l'exemple quand même sur le Webb, de Webb justement, qui est prof de maths dans une école de l'Est de la France. Et ses élèves, autant que je me souvienne, lui avaient demandé de voir ce film parce que il fallait vérifier ça. Il l'a fait, il a trouvé les mêmes résultats. On aurait pu, puisqu'il y a énormément de méthodes différentes pour obtenir des résultats, c'est-à-dire la barque d'Isis, c'est une évidence. C'est une évidence, d'accord. Bien sûr, il suffit de regarder l'île de la Cité, qui a la forme d'une barque et qui coule, dans le sens solaire. Donc c'est comme si elle naviguait vers le soleil, cette île-là. Il faut savoir également que le premier édifice qu'on a trouvé dans cette ville-là, à l'époque où elle s'appelait Lutèce, c'est l'hôtel des nautes. Les nautes, c'est des nautonniers, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur un bateau. Donc on a trouvé des figures qu'on trouve aussi en Égypte, mais transposées dans le contexte. Alors il y a autre chose à savoir, c'est que nos druides étaient très très collés aux Égyptiens, prêtres égyptiens. Voilà. Ah oui, il y avait des échanges donc entre les druides et les prêtres égyptiens. Bien sûr, c'est que toute cette communauté, même avec les brahmanes ultérieurs, tous ces gens savants se connaissaient. Ce que je vais montrer dans le film suivant, ça va être l'épouvante. Je vais montrer que, certes, l'équateur penché ne recouvre pas tous les sites, mais tous les sites, ils sont coordonnés. Maintenant, il faut penser comme eux pour le connaître. Voilà. Je donne un petit scoop, allez. Stonehenge est à la même hauteur sur la Terre que Nebra. Nebra, c'est en Allemagne, et on y a trouvé un disque de métal, du bronze, de l'or, et c'est la première figuration réaliste du ciel, en termes d'astronomie. La curiosité, c'est que Nebra, c'est de l'égyptien, Neb, c'est le couffin, le panier, Ra, c'est du soleil. Oui. Or, justement, on trouve le soleil comme figuration principale là-dessus, et on trouve des constellations, et il y a une computation subtile. La première, elle saute aux yeux, c'est que le périmètre du disque de Nebra fait 1 mètre. Il y a un gros problème. Quand même, c'est 27 siècles avant notre ère, au minimum. Donc le mètre est
certainement un lien, de toute façon je le démontrerai dans les films, entre l'unité, sans aucune valeur autre que l'unité, c'est-à-dire sans valeur métrologique, mètre, kilomètre, centimètre, pied, yard, on s'en tape. Mais le résultat, c'est qu'il y a un lien entre cela, la coudée et les mathématiques usuelles. Et les lettres. Et les lettres en elles-mêmes. Mais ouais. oui, mais oui. Mais oui. Parce que les lettres, alors justement... En arabe, c'est évident. Pourquoi les Arabes ont-ils un alphabet de 28 lettres? Ça se lit sur les drapeaux musulmans. C'est la Lune. On appelle les 28 mentions de la Lune, ce sont les 28 jours qu'il faut à la Lune pour revenir au même endroit de l'espace, par rapport à la Terre. Donc, il y a des liens comme ça. Nous, 26 lettres de notre alphabet, c'est parce que la numération hébraïque du nom divin vaut pour 26. Des choses comme ça. Et que c'est en plus le nombre atomique du fer. Parce que les Gaulois ont hérité de l'art du fer. Ils sont même allés l'exporter jusqu'en Égypte, des choses comme ça. Mais comme on nage dans une fausse histoire, ce que je dis apparaît comme délirant. Alors que c'est moi, ce que je vois de l'histoire qui est enseignée, c'est la plupart du temps totalement délirant. Parce que ça voudrait dire, donc des Égyptiens, ils viennent en France, il n'y a pas de frontière à ces époques-là. Il n'y a pas de frontière en fait. Il n'y a pas de frontière. La seule frontière réelle, écoutez bien, c'est la frontière entre l'ignorance et le savoir. Une chose que l'on sait, personne ne peut nous la retirer. Premier aspect. Deuxième chose, on n'a plus besoin de croire. On n'est pas assujetti à la volonté de quelqu'un d'autre parce que le vrai, on le possède ou on ne le possède pas. Or, c'est ça qui guide la vie humaine. C'est l'amour du vrai en profondeur. Ceux qui n'aiment pas le vrai, ce sont ça les ennemis du peuple. Voilà. Ceux qui mentent, qui manipulent, comme le Gollum chez nous, ceux-là sont à bannir. Je ne veux pas tuer machin, truc ou bidule. Je dis, ces gens-là sont des malades, ils ne vivent pas. Ils font semblant. C'est des ersatz, c'est du Canada Dry, alors qu'il y a de l'alcool. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, là, il n'y a pas de frontière. Donc, en fait, cette civilisation, elle s'installe dans plusieurs endroits, c'est ça ou c'est... Non, elle est partout sur la planète. Elle est partout. Je vais donner un autre exemple. Il y a au nord-est de l'île de Pâques un mont qui est un ancien volcan, il s'appelle Poike. Oui. Poike. Ça, c'est du hollandais actuel. Et ça a le même sens au hollandais. Donc cherchez en hollandais Poike et vous allez voir que ça correspond à un chaudron. Un chaudron à l'ancienne que trimbalaient les marins pour se faire cuire de la bouffe. Et un volcan et chaudron, la base sémantique est la même. Comment se fait-il qu'à l'île de Pâques, on ait un nom comme ça? Alors ce qui est d'autant plus curieux... Un nom des indigènes, bien sûr. Oui, c'est des Rapanouis, puisque ça... Voilà. Mais l'intérêt de la chose, c'est de savoir que Jacob Roggeveen, qui est un Hollandais, lui va découvrir ça. Et va se dire, mais attends, ces gens-là parlent le hollandais. Mais ça, personne n'en parle. Personne ne le dit. Donc, je vais me faire massacrer. Je prends le risque. Allons-y. En Argentine, récemment, il y a une statue dédiée à la mémoire d'Anne Frank. C'est pas un problème. Le problème, c'est que Anne Frank n'a jamais écrit les mémoires d'Anne Frank. Il paraît qu'elle avait un stylo bi. Exactement, qui est né 7 ans après ces écrits-là. Et puis en interne, c'est pas possible, ça ne tient pas. Donc je ne veux pas me battre contre ça, je dis, on est en train de vous enfumer, chers amis, secouez-vous. Allez voir si ce que je dis ou d'autres l'ont dit, puisque je ne suis pas le seul. Je crois que le même Fourisson dont on a parlé tout à l'heure en a fait état. Il n'est pas le seul, il y a des gens justement, des Hollandais, des Espagnols, etc. Le problème, c'est que c'est sous le couvercle. C'est comme un peu ces structures. Alors là, les structures Inca, comment ils ont fait pour faire ce Machu Picchu à je ne sais pas combien de mètres? C'est là que se pose le problème que j'évoque sans le dire dans ce premier film. Tous les sites de l'équateur penché sont énigmatiques. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ni qui, ni quand. Paf, terminé. Voilà. À partir de là, maintenant, les trolls peuvent m'assassiner verbalement, parce que physiquement, c'est mal barré. Alors, il y a plein de questions. Mais bien sûr. Alors, on me dit, selon vous, Zahi Hawass, durant sa longue carrière, a-t-il servi de chien de garde des secrets de l'Égypte? Alors, Zahi Hawass... Non. Il travaille pour la maçonnerie. Oui, c'est le patron de l'égyptologie. En plus. Je rappelle qu'avec Patrice, on est allé dans des sites où on nous interdisait l'accès, bien que moi, j'avais obtenu des autorisations spécifiques et tout, parce qu'il fallait la signature de Zahi Hawass. Or, il était en voyage aux États-Unis. J'avais essayé de le joindre sans succès. J'ai essayé de joindre Farouk Hosni, à l'époque, qui était le ministre de la Culture. Ils sont en étroite relation, mais ça, c'est la vie privée des gens. Bon, mais ils se font la guerre quand même. C'est une guerre de pouvoir. Bon.
Donc on a joint FAO Cosny qui a répondu immédiatement, je mets un hélicoptère à votre disposition, attendez mon retour. On ne pouvait pas, on n'avait pas prévu de rester aussi longtemps. Mais la personne qui nous avait répondu, quand on avait été bloqué, on voulait filmer des peintures qui étaient, donc que Gigal ne connaît pas d'ailleurs, tiens, pour en placer une, et qu'à mon avis il ne connaîtra pas, mais bon, peu importe. Et il nous a dit, je ne peux pas vous laisser rentrer, Dr Zahi doit accompagner. Voilà. Alors j'ai dit, mais bon, c'est comme pour la BBC, il faut payer. J'ai dit, non, il faut Dr Zahi. Mais pourquoi? Mais parce que Dr Zahi, il est au-delà des étoiles. Voilà. Et après, j'ai dit, mais si on voulait venir avec de l'argent, c'est 1 million de livres anglaises. Donc voilà, on voit que c'est une interdiction technique. Ah, c'est comme ça que la BBC obtient ses scoops d'aller filmer. Non, elle l'obtient si elle fait, comment dire, le show de Zahi Hawass. C'est tout. Sinon, mais lui, il a vraiment, parce que c'est vrai qu'on c'est la mainmise, il n'y a rien à dire. Oui, parce qu'il a quand même, on peut dire, eu un rôle très important parce qu'il a occulté un peu dès qu'il y avait des gens. Une fois de plus, moi je me positionne ainsi. Il est bon et mauvais en même temps, Zahi Hawass. Il est mauvais parce qu'il m'a empêché pendant pratiquement 11 ans de faire ce que j'avais à faire pour vérifier ce que j'avais à vérifier. Mais bon, il l'a fait à l'égyptienne, c'est-à-dire me reçoit gentiment et tout ça. Et puis il dit, je t'appelle demain pour te donner une réponse. Et après, bon, on le rappelle, il n'y a personne pour répondre, jamais. Voilà, c'est ça. Donc mais ça se comprend, c'est la manière normale pour ne pas être violent et interdire radicalement. Ça sous-entend, reviens peut-être une autre fois, on prendra le thé et tout le bazar. Bon. Et... il est bon en ce sens qu'il protège aussi les sites, parce que sinon on a vu des gens qui se servent, qui cassent les trucs et qui les emportent chez eux, mais c'est un délire ça. Voilà, le problème c'est que c'est un héritage qui est pour tout le monde, il doit être protégé et rendu accessible. Et qui peut faire cela bien? C'est difficile à savoir. Qui a assez de finesse psychologique pour traiter? Parce que grosso modo, si on regarde clairement, c'est les pouvoirs d'argent qui peuvent rentrer là-dedans. Et ils ne se gênent pas. Je rappelle, sans vouloir jeter la pierre à Gigal, que si elle fait des visites de l'Égypte en 10 jours à grosse somme d'argent pour les allumer du New Age, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est bien de faire connaître l'Égypte, quoi qu'il se passe. Pourquoi? C'est que ça apporte de l'argent et du travail aux Égyptiens, ça fait plaisir à ceux qui y vont. Là où c'est moins agréable, c'est quand Zahi Hawass fait par exemple la visite des pièces qui se trouvent creusées dans le sol Égypte, sous le Sphinx. Et la visite à 3 700 € pour 25 minutes. Voilà, ou qui l'empêche de visiter et filmer la Grande Pyramide, qui ne risque rien. Voilà. On a dû beaucoup négocier avec ces services. Oui, puisqu'à un moment dans le reportage, vous expliquez, on est dehors en train de filmer, et immédiatement la police vient, juste parce qu'on avait pris des précautions de fond. C'est-à-dire, je vais donner un autre exemple. À une époque, j'ai été président de l'association Atlantis et je suis allé avec 30 personnes de l'association et d'ailleurs, extérieur à l'association, il y avait beaucoup de maçons d'ailleurs. 11 francs-maçons sur 30 personnes. Il y a eu un bazar, un pataquès considérable, mais que j'ai pu gérer le moins mal possible. Et on est allé chercher en alchimie de la matière première en Égypte, qui est l'une des moins mauvaises et les plus accessibles. Le problème, c'est que les Égyptiens ne savent pas qu'ils possèdent cela, qui n'est pas un trésor extraordinaire. On peut en trouver en France, mais c'est plus difficile, en Hongrie, en Bolivie, en Chine, etc. Mais nous, on était là, et j'ai dit. Donc, à peine arrivé le soir à Luxor, je suis allé dans le marché, et je suis allé... Alors, c'est pas facile de la reconnaître parce qu'il y a plusieurs minerais qui ressemblent, notamment, des minerais de plomb. Donc, il y avait un administrateur avec moi, notre guide, etc., mais elle qui ne connaissait absolument rien de la minéralogie égyptienne. C'est ça le problème. On a des guides qui sont ignorants dans tous les domaines. Ils parlent comme un livre. On dirait qu'ils ont appris un bouquin. Fort heureusement, on a vu l'expérience avec ma femme, on était allé pour le plaisir, puisque c'était son premier voyage. On a rencontré donc un guide et immédiatement il s'est aperçu qu'il savait très peu de choses et qu'il me demandait, lorsqu'on faisait les commentaires, de donner mon point de vue sur ce qu'on voyait, etc. Voilà la différence. Et donc, en recherchant cette matière première, qui est un minerai relativement répandu sur toute la Terre, eh bien, au moment de partir en France, l'administrateur et moi, on s'est fait arrêter. Pourquoi? Pas parce qu'on avait ce minerai, mais ça a été le prétexte pour nous empoisonner la vie pendant 1h15. Parce qu'on s'était fait remarquer sur le site des colosses de même nom. Curieusement, c'est un endroit qui est extrêmement surveillé, de très près. Il y a des espions qui sont dans les arbres et qui communiquent, il faut le savoir.
on n'a pas le droit sur ce site-là d'être plus de 3 ensemble à discuter. Donc moi, quand j'ai fait mon speech, immédiatement on m'est tombé dessus, on nous a demandé quelle habilitation. Notre guide, qui était une femme de très bonne qualité, a expliqué tout cela. Mais lorsque nous y étions avec l'équipe de tournage, on était 10 personnes. On avait pris les précautions de fond, c'est-à-dire on avait, entre guillemets, loué les services du plus grand avocat égyptien, qui est venu nous sortir de là, parce qu'on a eu des types des renseignements égyptiens, qui sont très élégants, très instruits d'ailleurs, qui savent leur métier à fond, et qui nous ont confisqué le matériel sur place, littéralement. Ils nous ont dit, vous restez là, vous ne bougez pas, etc., etc., votre matériel est confisqué, voilà. Ils ont peur de quoi? Je comprends pas. Ça, c'est là le problème. Ils ont peur de se faire dépasser dans ceci ou cela, c'est possible, ou parce qu'ils veulent faire régner un état de surveillance militaro-policière, etc. Et c'était la même qualité de personnes qui nous ont arrêtés à l'aéroport. Et donc le garçon qui était avec moi, Vincent de son prénom, un garçon extraordinairement dévoué, gentil comme tout, enfin bon, merci Vincent, avait peur, parce qu'il s'est dit, ça y est, on va se faire coincer, de la même manière que quand on s'est fait coincer sur le plateau de Gizeh de nuit avec notre matériel, avec Patrice. Patrice a eu la peur de sa vie, c'est normal. C'était ma responsabilité, mais je vais expliquer comment ça devait se passer, ça s'est passé comme ça. Un jour, on pourra parler librement, on va vous expliquer le détail de ce qui nous est arrivé, soit parce qu'on a pris des risques qui étaient mesurés, soit parce que le tordu de Gollum nous a pourri la vie. Voilà. On pourra en raconter, même ma femme en a des kilomètres. Tout le monde d'ailleurs dans l'équipe de tournage en a des kilomètres. Donc alors, pour être bref, on a pris des risques, on les a mesurés, etc., etc. Sinon on aurait pu se faire confisquer le matériel pratiquement un peu partout. Un peu partout, voilà. On me demande, alors il y a beaucoup de questions, sans trop dévoiler, allez-vous aborder la question de l'utilisation de l'énergie électrique, voire de l'électronique par la civilisation des bâtisseurs? Ça viendra en son temps. J'ai 7 films, il y en a un qui était l'esquisse de ce que je souhaitais apporter. Mais une petite intro finalement, la révolution des pyramides, on ne sait pas grand-chose. Parce qu'on est un peu sur notre fin, c'est pour ça. Quand vous verrez le deuxième opus, qui sera entièrement consacré à ce que j'ai découvert, vous apercevrez que l'introduction est littéralement ridicule. C'est-à-dire on a effleuré la chose simplement pour mettre en place le questionnement qui viendra après. Donc on a posé globalement. En fait, je vais vous dire plus exactement. Quand on a vu que le Gollum nous pourrissait la vie, le premier opus, normalement, il ne devait qu'être consacré à la Grande Pyramide et à tous ses secrets. Mais là, il y a encore énormément de boulot à faire. Donc on va présenter ces choses-là au fur et à mesure. Donc voyant cela, comme il nous avait piqué les droits du scénario, il nous tordait le poignet quand on travaillait. Donc j'ai dit à Patrice, bon, ce tordu-là, de toute façon, il va se faire piéger puisque je vais donner le deuxième travail qu'on va intégrer au premier. Comme ça, s'il veut le voler, ben, il trouvera un os puisqu'il va falloir qu'il prouve que ce qui se trouve dans ce film lui appartient d'une manière ou d'une autre. Bon, on va voir ce que ça va donner. Donc j'ai décalé les opus de telle manière que, voilà, et en disant, on va remettre de la pyramide dans les autres suivants parce qu'il y a vraiment de la matière et la preuve est là. Tout se situe là-dedans. Si quelqu'un veut l'étudier, il a tout ce qu'il faut dans le premier... voilà. Il suffit d'être attentif à tout. Je rappelle quand même que le record, c'est 360 fois vu dans la même année par quelqu'un. Je ne connais pas, mais bon, il me l'a dit. Et d'autre part, on a une particularité en tant que film documentaire, c'est qu'on a remonté le moral à une quantité invraisemblable de personnes. On a pratiquement toutes les semaines une ou deux personnes qui disent soit je croyais pas vivre plus longtemps, j'ai vu votre film, ça m'a remis d'aplomb, des choses comme ça, donc très intense. Et d'autre part, d'autres qui disent j'étais dégoûté par les maths, mais maintenant j'ai le plaisir à réapprendre par moi-même. Donc ça, on est très content de cela, c'est notre pays, ça. Vraiment, moralement, on est content du résultat. Ce que j'attends, c'est qu'on puisse passer au suivant, parce que là, comme je vous dis, ça va être le tremblement de terre culturel, le tsunami universel. Voilà, ce que j'avais mis dès l'entrée de mes bouquins, j'ai mis, attention, Révolution en marche, je ne sais pas jusqu'où ça ira, ni comment ça ira, mais à mon avis, ça va se... Voilà. Donc je le dis, maintenant on me croira immodeste et quand on verra le film, peut-être on aura une autre opinion. Alors une petite dernière question avant la pause. Il y a eu récemment, c'est déjà quand même un certain nombre d'années, une expédition qui nous avait montré qu'il existait un espèce de couloir qui partait, je crois, de la chambre du roi, comme ça, et qui s'enfonçait dans la pyramide. Alors, ce sont ce qu'ils appellent les couloirs d'aération. Voilà, c'est de ça que je voulais d'abord, parler. On nous dit que ce sont des couloirs d'aération. Mais voilà, c'est l'ingénieur allemand Rudolf Gantenbrink qui est à l'origine de cette recherche. Il a élaboré
réaliser un petit robot capable d'entrer dans 20 cm sur 21, c'est-à-dire la taille de ce prétendu conduit d'aération. Voilà. Alors moi, je dis très simplement, vous aurez l'explication le moment venu, mais en aucun cas, ça ne peut être des conduits d'aération, ni même de visée spatiale ou sidérale, pour la raison que j'expliquerai dans mes films. Mais là, en l'occurrence, donc, il a été voir dans les deux, mais il y en a un qui était obstrué, donc il n'a pas continué, il a pris l'autre, il est allé jusqu'au terme de la possibilité, et il y avait une plaque de calcaire avec 2 chutes de cuivre. Qui semblait qu'on pouvait l'ouvrir en fait. Mais de l'autre côté. Oui, de l'autre côté. Donc Zahi Hawass a fait immédiatement arrêter l'investigation, il a repris ça à son compte en disant grâce à l'Égypte on a fait une découverte de premier plan, et il a dit à Gordon Brink tu te casses machin, on t'a assez vu. Et il a fait venir les Américains par le biais de la maçonnerie, puisqu'il est maçon, Zahi Hawass, comme tout le monde d'ailleurs pratiquement sur Terre qui se prévaut d'un pouvoir, d'une possibilité, etc. Et ils ont refait la même chose, mais en passant derrière la plaque, puisqu'il y avait juste un petit trou en bas à droite dans la dite plaque, et avec un matériel d'optique. Et là, surprise, stupéfaction totale, la chose la plus inattendue, une autre fermeture exactement la même, 60 cm derrière. Donc il s'explique mal la chose. Alors lui il pensait rentrer dans l'histoire par une découverte épouvantablement splendide, une chambre nouvelle, ben là il l'a eu, vulgairement parlant, dans l'os, et profond. Voilà. Donc, ça lui a servi à rien d'autre que se ridiculiser. D'accord. Mais c'est pas fini cette histoire, parce qu'on sait pas toujours, on sait toujours pas ce qu'il y a. Donc je donnerai mon point de vue sur Chambre secrète. Voilà. Maintenant, je pourrais dire du mal des gens qui recherchent des chambres secrètes, par exemple Philippe Lheureux, et j'ai le même point de vue. Philippe Lheureux, c'est très bien qu'il recherche. S'il avait évité de m'égratigner, je n'aurais jamais fait quoi que ce soit. Maintenant, on sait que sa théorie prend l'eau. Hein. J'ai décrit ça comme les toilettes universelles au milieu du désert. Bon, bah oui. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en science, il y a des exigences qu'on appelle philosophiques ou épistémologiques. Il faut que toutes les choses soient congruentes dans un contexte. Maintenant, justement, dans le prochain film, je vais m'occuper de ce qui n'est pas congruent dans le contexte, qu'on appelle OOPART chez les Américains, c'est-à-dire Out of Place Artifact, ou qui s'appelle, dans mon langage, technisme, c'est-à-dire un truc qui est d'aspect technique et qui n'a rien à faire dans tel endroit à telle époque. Et je vais montrer qu'ils sont tous englobés dans des ensembles cohérents sémantiquement et qu'il y a une logique de développement de la chose qui démontre qu'il y a une civilisation antérieure et supérieure à la nôtre, unifiant la Terre et probablement en contact avec d'autres civilisations. C'est pour ça que ça risque de secouer beaucoup, parce que je vais donner des preuves. Voilà. D'accord. Bon voilà, on a l'eau à la bouche, hein, on va faire la petite pause en attendant. Alors imaginez-vous que je prenne le risque de raconter n'importe quoi, je serais grillé entièrement. J'arrive à 60 ans pour me griller l'existence, c'est un peu insensé ça. Il faut avoir une logique de la chose. C'est justement, j'ai attendu, et la première chose que j'ai dite à Patrice, j'ai dit j'attendrai d'avoir 50 ans. J'en avais 48 à ce moment-là. Voilà, j'attendrai d'avoir 50 ans pour faire quelque chose. J'ai pris un peu le pas parce que je m'étais dit, quand j'avais 15 ans, mais qu'est-ce que je vais faire avec ce travail? J'ai essayé de le démonter dans tous les coins, ça tient debout, et plus je travaille dedans, plus ça me donne des informations. Je me suis dit, je vais avoir ici le mec, le folding de la Grande Pyramide, il a 15 ans, il prétendra que tout a été découvert, ce qui est à peu près vrai. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, j'avais pratiquement tout l'ensemble de ce que vous avez vu dans le premier film. Okay. Simplement parce qu'il y a une intuition à avoir. L'intuition, elle n'est pas entièrement liée à la personne. Je donne l'exemple suivant. Quand je me suis intéressé à l'égyptologie, c'est parce que j'étais en classe de 5e ou 4e, une ânerie comme ça, et qu'on me rebattait les oreilles en disant... Les Égyptiens ont un principe du bien et un principe du mal. D'un côté, nous avons Horus, de l'autre côté, nous avons Seth. Ça fait 8, hein. Enfin bon, je plaisante. Mais il disait aussi, il y a le Nil, sur le côté gauche, c'est les vivants, sur le côté droit, c'est les vivants, sur le côté gauche, c'est les morts, etc., etc. Tout était polarisé. On voit, par exemple, sur les colosses de même nom, il y a un grand nœud qui s'appelle Sematawi, ça veut dire la jonction entre l'Égypte du Nord et l'Égypte du Sud, ou l'Égypte chaude et l'Égypte humide. Bon, des tas de trucs comme ça. Et puis, je me dis, s'ils pensent comme ça, peut-être qu'il faut penser comme ça pour comprendre cette grande pyramide, puisqu'apparemment, c'est à eux qu'elle est attribuée, et ils vivent à côté. Et au minimum, ils ont fait vivre cette pensée-là. Donc je me dis, si ça, c'est l'endroit le plus central du monde, comme le disent les astronomes, quel est l'endroit le plus excentré qui correspondrait du point de vue polaire? Et je trouve l'île de Pâques. Et sur l'île de Pâques,
polarité parfaite avec des liens très puissants, etc. Je m'étais amusé à laisser entendre cela. Beaucoup ont vérifié, ont trouvé cela. Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai découvert moi, parce que je me suis attaché à la chose pendant des années et des années. Et quelquefois, alors là, ce qui prend le plus de temps, c'est pas tant la découverte elle-même, c'est là la formaliser ou la formuler dans un langage que tout le monde comprend. Voilà. Et je pense que ça a été conçu comme cela. Donc c'est accessible même avec une pensée pourrie comme celle d'aujourd'hui. Bon bah on va faire une petite pause et puis la régie. Je vais pouvoir manger du fromage. Bah voilà, le grand vainqueur, je le sens bien. Bah vas-y, la régie à nous. Voilà, donc de retour après la petite pause, toujours avec Jacques Grimaud. Il y a eu du pâté. Hein. Ouais, c'est bon, du très bon pâté. On va prendre un peu justement aussi, alors les questions, parce que là il y a énormément de questions des auditeurs. Alors on ne pourra pas tout répondre à tout, hein, je préfère vous le dire d'entrée pour pas qu'il y ait des déçus. Alors on va en prendre plusieurs déjà. Alors on me dit, le Sphinx et les pyramides ont-ils une relation, un rapport où les deux constructions distinctes sont-elles distinctes et d'époques différentes? Je pense que alors, il y a une différence fondamentale, c'est une forme de secret. La différence fondamentale est très claire. Le Sphinx, c'est une statue, c'est-à-dire c'est un bloc de calcaire qui a été façonné, sculpté, pour représenter, comme je l'ai dit dans le film, l'axe Verseau qui était Ange avant et Lion. Donc la chose, ça n'est pas seulement ça, je le dirai dans d'autres films. Alors j'ai eu la remarque que oui, mais je renvoie toujours au film suivant, c'est n'importe quoi, etc. Oui, mais il y en a beaucoup qui n'écoutent pas. J'ai dit, le premier film, c'est un film de Patrice. Je ne me suis pas impliqué plus haut que les personnes qui ont participé. Il y avait d'autres théories, tout ça. Et moi, je dis très clairement, ce que j'avance, ce ne sont pas des théories, ce sont des démonstrations complètes, sur faits, que je peux montrer, etc., etc. Et des raisonnements que tout le monde peut critiquer, attaquer, et évidemment, voilà. Moi, je n'y suis pas parvenu en plus de 40 ans, donc j'imagine qu'il y aura certaines difficultés. Donc ceux-là n'ont pas entendu, et si je renvoie à d'autres films, c'est qu'on entre dans la partie démonstrative. C'est-à-dire, comme je l'ai dit au début, on va trouver des choses impossibles à comprendre, parce que ça nous dépasse. Non pas parce qu'on est une intelligence incapable, c'est que les conditions que nous impose la fausse histoire pour comprendre les choses, soit la fausse histoire éclate, et ça va se produire, et auquel cas on voit la vérité des choses telle qu'elle est, soit on continue à essayer de comprendre avec le cadre historique faussé, et là on ne comprend rien du tout. Voilà, moi j'ai mis longtemps quand même, j'ai mis environ 16 ans avant de me libérer du casque, où on est obligé de penser dans l'histoire, dans la religion, dans la politique et tout ça, mais c'est du vent tout ça. C'est un conditionnement comme un autre, on peut s'en libérer, il s'agit d'y penser. C'est-à-dire, est-ce que je pense vraiment de manière autonome? Ça, c'est une bonne question. Donc, quand quelqu'un se pose la question, est-ce que je pense de manière vraiment autonome, aussi bien d'ailleurs en ce qui me concerne, c'est-à-dire la personne doit se prendre elle-même entre quatre yeux et se dit, voilà, je vois le problème tel qu'il est parce que j'ai rien oublié, j'ai rien ajouté, rien retranché, il est là le problème, et qu'est-ce que je peux tirer de cela? Voilà. Maintenant, il est conseillé très vivement de voir les choses dont on va parler. On n'aurait pas parlé, par exemple, du disque de Sabou si on n'avait pas pu le filmer. On l'a filmé malgré les interdits. Il est impossible de filmer normalement dans le musée Mariette. Lorsqu'on a présenté ça à des amis musulmans, on s'est fait vraiment engueuler en disant « Quoi? Vous avez osé dépasser les interdits, vous manquez de respect à l'Égypte, etc. etc. » Bon, ah ouais, ils l'ont mal pris. Hein, oui, mais j'ai dit, entre l'Égypte et la vérité historique et culturelle, que faut-il choisir? Mettez-vous à notre place. Certes, on manque de respect à l'Égypte, mais l'Égypte ne manque-t-elle pas de respect à l'histoire? Paf. Là, ça s'est un peu calmé, parce qu'ils se sont dit, zut, en effet, là, la question est difficile à résoudre. Voilà. Donc ça, on en a rencontré des objections intéressantes, valables même. Mais moralement, c'est le vrai qui dépasse l'ensemble. C'est le bon, c'est le juste, le beau et toutes ces choses-là. Moi, il n'y a que ça qui me motive sur Terre actuellement. Si on doit parler de politique, alors autant sortir les poubelles, c'est pareil. Bon. Alors j'espère que c'est bien réglé tout ça. Voilà, il y a d'autres questions. On me dit aussi, que pensez-vous des squelettes géants et des crânes allongés? Alors les squelettes géants, j'en ai pas moi-même rencontré. J'ai rencontré des squelettes, mais avec des anomalies génétiques avérées dans le squelette, enfin macromégalie, enfin des acromégalies et tout ça. Mais pour ce qui concerne les crânes allongés, il y a deux problèmes qui seront solutionnés dans les films suivants, une fois de plus. Le premier est celui-ci. Est-ce que c'était fait pour imiter quelque chose ou pour obtenir des capacités mentales, psychiques, etc., etc. Et là se pose le problème suivant.
les méthodes de déformation, elles ont été inventées par les modernes sur les affaires anciennes. On n'a pas, à proprement parler, directement des moyens de vérifier si ces méthodes sont exactes. Mais ce que je constate, moi, en tant qu'entre guillemets anatomiste et physiologiste, c'est que la quantité d'os nécessaire pour faire un crâne du double du volume du crâne humain, d'où on la tire. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse des expériences de ça. Bon, ça ne se peut pas, évidemment. Mais ça me pose problème. C'est-à-dire que, grosso modo, quand j'ai calculé, moi, le volume des crânes qu'on trouve au musée de Ica, au Pérou, c'est 2 fois le volume du crâne humain habituel. C'est-à-dire, on passe à 23 000 cm3. Et ce qui veut dire que... 2300, je suis en train de dire. 300 cm3. Non, mais ce qui veut dire que... Parce que le cette T technique qui... avec, soi-disant, des pierres qu'on mettrait... Ça, c'est possible. Moi, je ne l'affirmerai pas. Il est possible que ce soit ça, mais il n'est pas sûr non plus. Et d'autre part, on a quelques crânes qui portent à questionnement profond, à savoir qu'ils n'ont pas la même conformation que le crâne ordinaire. C'est-à-dire, on a 2 plaques ici, le frontal, etc. Ben voilà. Donc quand on les a dans les mains, on se dit là, il y a un problème sérieux. Quand on les voit sur Internet, on se dit là, il y a un autre problème sérieux, on fait prendre des vessies pour des lanternes. Mais quand on voit la masse crânienne et qu'on cherche si c'est du montage et tout ça, là, on se dit là, il y a un problème. C'est pas un crâne humain ordinaire. Mais moi, je le sais, puisque je suis allé sur place vérifier certaines choses, il y a d'autres types humanoïdes très proches de l'humain qui ont existé et dont on trouve de temps à autre des... Voilà. Donc on verra ça le moment venu quand on en traitera, puisqu'on traitera de tout en réalité. Et on a trouvé des crânes aussi en Égypte, des crânes allongés comme ça Bien sûr, il y en a plein. Tout le musée d'Aswan, c'est une merveille ce musée. Il faut y aller, même si c'est, isolé et tout ça. Il faut y aller parce qu'on voit des merveilles de sculptures qu'on ne verra nulle part ailleurs dans le monde. Une précision diabolique sur des pierres très très dures. C'est un peu comme le crâne de cristal, sauf que c'est multiplié par 300-400 pièces, et c'est des visages de type humain. Et ça, c'est une légende ou pas, ces crânes de cristal? C'est un autre sujet. Pour moi, il y en a un qui est à peu près correct, les autres, c'est presque foutaise. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Il y a d'autres questions, à mon sens, plus importantes. Alors... Produit New Age. Alors, on me demande, que savez-vous du Poimandre et Hermès Trismégiste? Alors, Poimandres et Hermès Trismégiste... Le savoir de ce monde serait contenu dans ce livre. Est-ce vrai? Quelle notion d'alchimie nous est présentée dans cet ouvrage? Alors, pose-lui cette question hyper importante. Que savez-vous du Poimandres et d'Hermès Trismégiste? Alors, Hermès, c'est la version de Gérotitote des Égyptiens à la manière des Grecs. En fait, le mot Hermès, curieusement, c'est un mot égyptien. Ça veut dire le maître de la lune. En fait, si je traduis bien, le régent ou le tuteur de la Lune. Alors maintenant, quand on sait que son nom transposé chez les latins, c'est Mercure, allez voir des photos de la Lune et de Mercure côte à côte et vous allez comprendre quelque chose. Et quand vous verrez dans les films prochains la relation qui unit la planète Mercure à la Lune, du point de vue astronomique, alors là, vous allez en tomber de très haut. Tous les trolls vont être sacrifiés sur l'autel de la vérité. Pour moi, ça va me faire un grand plaisir. Soulager le monde de cette bande d'ahuris, ça sera pas mal. Alors, il y a ça. Maintenant, Poimandres, c'est le bon pasteur, mais c'est presque pas du grec dedans. Il y a beaucoup de jeux de mots, en égyptien. Voilà. Donc, je dis, attention, c'est comme la table d'émeraude qui est prêtée à Hermès, c'est un texte codé, c'est-à-dire kabbalistique. Alors, c'est rigolo de dire kabbalistique, ça veut dire, qu'on doit à un cheval. Or, il n'y avait pas de chevaux en Égypte. Donc, on va se poser la question de savoir pourquoi cela. On se référera, auquel cas, à la constitution humaine qui est donnée par les Égyptiens à l'être humain, justement. Le K, le bas, et la lettre L, l'ordre entre ces deux-là. C'est ça qui fait la chose. Or, si on le traduit de manière directe et immédiate comme je le fais, c'est l'adéquation du comportement à la pensée subtile. Voilà ce que ça devrait vouloir dire. Or, c'est exactement ce que fait le vocabulaire ancien, originel par rapport au vocabulaire actuel. Ça remet les choses en place selon le plan général du sens dans l'univers. Parce que ce que l'on cherche, qu'on le veuille ou non, dans l'univers, c'est le sens. Tout a l'air ordonné, harmonieux, etc. Et on dit, ben non, personne n'a fait ça, c'est le hasard. D'accord, mais vous essayerez le hasard, par exemple, jouez aux échecs au hasard, vous allez voir les résultats. Hein? Faites la vaisselle au hasard, tiens, mettez du sel à la place du savon, qu'est-ce que ça va donner? Bon, et on va changer, à la place du sel, on va mettre du sable, peut-être on aura des heureux... Bon. Je veux dire, ça ne tient pas debout. Maintenant, ça n'oblige pas à croire à un dieu barbu et tout le bazar et le dieu des institutions. Mais on est obligé de dire, il y a quelque chose qui nous dépasse et il y a un ordre. Il y a un engagement de tout à travers tout. On est tous
réciproquement responsables de nous-mêmes. Parce que si on réfléchit un petit peu, nos parents, leurs parents, etc., ça nous amène à une origine qui est totalement inconnue et que personne n'explique, personne ne donne. Il n'y a que la Bible qui dit il y a Adam et Ève. C'est bien, Adam ça veut dire l'indomptable et Ève la vie. En effet, la vie est indomptable, mais c'est un couple. On pourrait décomposer cela parce que les anciens l'ont fait directement dans la chair des mots. Mais j'en viendrai petit à petit expliquer ça, parce que c'est déjà, même à raison de plusieurs cours par semaine et de manière suivie pendant des années, même ça, c'est pas évident. Parce qu'on est formé dans une contrainte adverse. On est formé à comprendre les choses de manière linéaire, alors que les anciens connaissent de manière globale, j'aurais dit organique. Nous, on va, faire des jeux où le domino, par exemple, dominer. Eux, par rapport au domino, ils jouent aux échecs. On voit qu'il y a une différence considérable de niveau. C'est ça le problème, et tant que je ne suis pas parvenu à faire entendre ma pédagogie, parce que c'est le premier film, hein, on n'a même pas lu les bouquins, on critique comme des malades. Bon, moi je veux bien, là, tous les gens qui font des critiques, je veux bien qu'ils viennent sur le terrain, on va bien rire, on va dire, voilà si c'est connaître ou pas. Voilà. Il y a d'autres questions. Oui, il y a plein de questions. Me dit, que pensez-vous du professeur Klaus Donat et de sa série d'artefacts photographiés? Je ne sais pas que c'est un professeur, première nouvelle pour moi, et c'est intéressant les rapprochements, mais c'est pas le fait de rassembler des pierres qui fait un mur. Moi, la différence fondamentale entre ce qui a été donné, par exemple, par Danneken, Charroux, Donat et tout le bazar, c'est que, je dis, il y a une pensée organisée, très puissante, très haute, très généreuse en même temps, qui nous donne des messages. Il faut aller les chercher, et voilà. Faire que ce que fait Klaus Donat, c'est bien, mais ça ne fait que justifier l'RDP, rien de plus. Voilà. Alors, à un moment dans le documentaire, il fait allusion à deux murs, où Pharaon, sur le premier, présenterait à son fils la liste des souverains qui les ont précédés. Sur le deuxième, il ferait allusion aux grands anciens qui auraient construit la civilisation. Pouvez-vous nous en parler? Alors, il y a en fait 3 catégories d'individus et 3 zones. Ça, c'est Manetton, c'est-à-dire le seul Égyptien qui ait donné aux Grecs des indications sur la succession historique des dynasties. 31 dynasties en 31 siècles d'Égypte, c'est pas mal. Mais il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes dynastiques, parce qu'il y a des familles qui en excluaient d'autres, etc. Et tout ça est resté relativement obscur. Mais ce que l'on doit reconnaître, c'est que Manetton, il donne une chronologie dynastique très précise, qui va sur 365 000 ans et 23 mois. C'est curieux, ça correspond à une année. Une année, ouais, voilà. Déjà, si on comprenait ça, on s'apercevrait qu'il propose des choses kabbalistiques. Quand on a des choses doubles, c'est qu'elles sont à entendre sur le modèle mercurien. Ça, c'est une chose qui relève, quand je dis Gigal, si on venait là, tiens, je lui proposerais des textes et je lui dirais, vas-y ma grande, traduis. Et je lui ferai la correction après, comme je la ferai à n'importe quel égyptologue qui ne comprend rien à l'Égypte et à l'hiéroglyphie. Parce qu'on ne comprend rien à cela. Je vais donner comme exemple, que j'ai déjà offert plusieurs fois. On prend les textes qui ont paru sur la traduction de ce qui est sur l'obélisque de la place de la Concorde, qui était à Luxor avant. Eh bien, toutes les traductions sont différentes. Comment ça se fait? Le sens n'y est pas. Et on voit Gérard de Nerval qui dit « Moi, j'ai voulu étudier l'hiéroglyphie, j'ai étudié avec truc, avec machin, avec bidule, aucun résultat valable, donc j'ai cessé. » Voilà. Il y a l'abbé Affre, qui était, chanoine à Amiens, qui a fait paraître un bouquin qui démonte entièrement la manière dont Champollion lit l'hiéroglyphie. Et pourtant, c'est ça qui fait, on va dire, office. Ah, c'est curieux, on lui a dit de se taire et qu'il aurait une rente, et en même temps, il serait archidiacre à Paris. Ça s'est fait, en effet, voilà, les choses sont comme ça. De la même manière, certains égyptologues se sont vus intimer l'ordre de ne plus parler des Égyptiens monolâtres, parce qu'en réalité, les Égyptiens sont des monolâtres, c'est-à-dire ils n'adorent, entre guillemets, qu'un seul Dieu. Oui, en fait, ils sont monothéistes, c'est ça? Ah oui, monolâtres. Ah, c'est quoi la différence? Ils sont polythéistes parce qu'il y a beaucoup de dieux qui sont présentés, mais ils ne croient qu'en un seul Dieu créateur des autres. Et celui-là, on n'en parle jamais. Mais il est dit comme étant... c'est Champollion qui dit, son vrai nom, c'est Djerotitot. Et on n'en parle jamais parce que rien ne peut le décrire.
Donc ça, c'est dans un bouquin facile à trouver, le Panthéon égyptien. Voilà. Alors la difficulté pour le citer, c'est qu'il n'est pas folieté, il n'y a pas de numéro de page. En revanche, il faut tenir compte des formes et des couleurs, parce que ça aussi, ça parle dans la manière d'écrire des Égyptiens. Telle couleur codifie tel état, etc. Et tout cela, c'est par strate. On ne comprend que quand on met dans la bonne strate. Ainsi, pour faire un exemple simple, vous avez le soleil. C'est un cercle pointé. C'est intéressant parce que le cercle, c'est une ligne, le point, c'est un point. Or, c'est les deux zones, si je puis dire, de la pensée mathématique et géométrique. On peut se dire, le point en mouvement, ça va faire une ligne et tout ça. Donc là, on va pouvoir réfléchir. Et le centre de la géométrie, c'est le cercle pour les anciens. Mais si on prend ce cercle pointé dans le domaine médical, ça va représenter le cœur, c'est-à-dire la chose la plus isolée, centrale et nécessaire à la vie. Si on est dans le contexte astronomique, c'est le soleil. Je rappelle que soleil, c'est anagramme de isolé. Est-il isolé ou non le soleil? C'est un astre? Oui. Astre et être, c'est le même mot en ancien français. Un âtre où on fait du feu, c'est le feu de l'astre, pareillement. La différence, c'est que... Enfin bon, je n'arrêterai pas. Non, mais c'est pour dire qu'il y a une méthodologie à connaître qui permet de prendre le sens des anciennes langues sans trahir quoi que ce soit. Je ne modifie absolument rien. Tout à l'heure, j'ai fait l'anagramme de Dieu. J'aurais pu le faire. Moi, par exemple, je traduis mieux les textes en hébreu d'origine biblique que l'hébreu moderne, pour la raison que c'est entièrement falsifié, l'hébreu moderne. Alors, l'hébreu moderne, tu me dis que c'est une langue qui a été inventée en 1850. Ça, à l'origine, l'hébreu n'est pas une langue, c'est une écriture. Voilà. C'est l'araméen qui est une langue. Maintenant, les relations entre les deux, elles ne sont pas exactement connectées parce que l'histoire a fait son travail de désagrégation et tout ça. Bon, l'hébreu moderne, c'est de l'hébreu moderne, point barre. Il n'y a pas essayé de trouver de l'hébreu ancien dans l'hébreu moderne. Voilà. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est deux langues qui ont été complètement... Et puis ça se sait. On sait que l'écriture hébraïque, avec plein et déliés, ça s'appelle écriture assurie, c'est-à-dire assyrienne, pour être clair. Et en fait, on entend H, W, R, Y. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans le secret de la chose, mais je l'expliquerai dans les films. On voit comment les anciens ont constitué la langue d'origine qui s'est brisée avec l'histoire de Babel, babillage en français, on commence à dire n'importe quoi, bégayer aussi, etc. Par exemple, on dit ton blaze. Oui, blaze, ouais. Blasonner, c'était montrer par des images le contenu de quelque chose vocalisé. C'est-à-dire, c'est une pratique à l'égyptienne, hiéroglyphique, glyptique en réalité. Mais blaiser, en ancien français, ça veut dire bégayer, être incapable d'exprimer quelque chose. On voit que tout ça, c'est lié. Donc, tôt ou tard, il va bien falloir admettre cela, qu'il y a une construction du langage, comme il y a une construction de la physique, de la chimie, etc. Voilà. J'ai vu, passer des noms ici. C'est comme ça que je repère rapidement. Oui, il y a Emmanuel Velikovski, je ne ferai pas de commentaire parce que c'est pas la peine. L'essentiel est donné, mais pas du tout sous la forme que je propose. Oui. Donc, ce que je proposerais, c'est de recouvrir tout cela de manière directe et indirecte dans les prochains films. Il est clair que, et je répète, si on me reproche de donner dans les prochains films, de faire des promesses vides, c'est faux. Je rappelle, le film qui est connu, c'est celui de Patrice. Après, ma marque sera bien plus évidente puisque je donnerai les contenus de ce que j'ai simplement divulgué à peine à Patrice. Mais toi, tu voulais pas trop te montrer quand même dans le premier. J'aurais souhaité ne pas me montrer. Et même pour les suivants, c'est quand Patrice s'est fait mouliner par tous ces trolls-là et qu'il n'en pouvait plus, je lui ai dit, t'inquiète pas, je vais venir dans l'arène, on va combattre ensemble, pas de problème. Et j'ai donc pris ma place et j'ai dit, bon les trolls à vous, venez, qu'on rigole. Un petit peu. Voilà. Alors on me dit, pensez-vous que pensez-vous des correspondances mises en évidence par David Percy entre le site de Sidonia, Planète Mars et Silbury en Angleterre? Alors, c'est très bien fait. Il y a une quantité de données parfaitement exacte. Mais avant d'en avoir la démonstration absolue, il faudrait que j'explique Stonehenge et le site de Nebula en même temps et leur relation avec l'équateur penché. Donc je donnerai mon opinion étayée, démontrée, etc., au moment où ce sera possible, parce qu'il y a une montée en puissance que je ne veux pas d'abord stériliser en donnant les éléments constitutifs et surtout pas fausser. Quand je donne des informations, on a la moitié des gens qui partent à côté du contenu, qui ne l'ont pas compris dans le sens dans lequel je l'offre. C'est parce que cette mentalité n'est pas encore... Voilà. En réalité, j'ai plus de résultats auprès des intuitifs et des artistes, même peu instruits des sciences, tout ça, que chez les gens qui raisonnent.
Voilà le problème. Ils raisonnent comme un tambour, c'est-à-dire c'est creux. Ils ont des habitudes mentales, ils n'en sortent pas. Bon, tant qu'ils ne sortiront pas de ces habitudes mentales, ils ne saisiront pas vraiment ce que sont les mathématiques. Je ne donnerai pas d'exemple là, mais c'est les mathématiques et leur écriture actuelle qui enferment les physiciens. C'est quand même catastrophique. Et on préfère faire taire les faits que de casser les théories. Tout ça, certainement, parce qu'on se dit, si on casse la théorie, notre crédibilité va se retrouver affectée, on ne voudra pas donner de l'argent. Mais quand on donne de l'argent aux savants de nos jours, c'est comme si on donnait de l'argent pour la guerre. Hein. Enfin,